Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast VIP. Un podcast où l'on découvre le parcours de mes invités de leur classe de 3e jusqu'à aujourd'hui. Un podcast où ils et elles partagent les rencontres, les décisions, les essais et les réussites qui ont jalonné leur parcours professionnel et qui, je l'espère, pourront inspirer et être utiles aux personnes qui vont écouter ces beaux récits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Aurélien Duguet, que j'ai eu la chance de rencontrer chez Sanofi. On verra qu'une émission très connue a une influence positive sur son appétence pour les matières scientifiques. Gamin, je regardais ça tout le temps. Et du coup, ça m'a donné plein de bases sur notamment la science. Et plein de petits éléments qui fait que quand j'arrive en cours, j'avais une compréhension du phénomène et du coup, c'était facile à apprendre. On découvrira sa passion pour les mathématiques. Ouais, je trouve ça beau. Et, et d'être dans le raisonnement aussi, je trouve ça magnifique. Du coup, il y a quelque chose intellectuellement de fort avec les maths. Il nous partagera les sacrifices qu'il a fait durant ses études en classe prépa. La ville de Rennes, je sais pas à quoi elle ressemble. J'y étais 2 ans et je connais pas le centre-ville. Et du coup, je me suis tellement focalisé sur l'intellect que j'en ai oublié un peu tout le reste. Professionnellement, il conjugue le verbe faire à merveille. Et l'informatique lui a offert un terrain de jeu idéal. J'étais en capacité de faire, de produire quelque chose, de voir le résultat et de voir que ça servait à quelqu'un. Et donc j'ai eu cette intuition que l'informatique, c'était un peu fait pour moi. Il partagera également son épanouissement professionnel actuel. C'est pour faire et du coup, ça va très vite et je vais vite. Et je vois que je suis utile. Et du coup, c'est génial, quoi. Je m'éclate là-dedans. Alors comme dirait Serge Gainsbourg, Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. ou plutôt l'inspirant parcours d'Aurélien Duguet, du collège L'Immaculée Conception de Laval, jusqu'à aujourd'hui en tant qu'ingénieur data. Salut Aurélien. Salut Fred. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc Aurélien, moi j'ai le plaisir de te connaître depuis 8 ans, en 2015, je crois, où j'avais rejoint le groupe IT de la recherche, dédié à la recherche chez Sanofi. Et donc depuis, on a eu l'occasion, on n'a pas travaillé dans les mêmes groupes, mais en tout cas, on a eu l'occasion de travailler sur des projets en commun. Et c'est là où j'ai eu le plaisir de te connaître. Et puis j'ai eu le plaisir aussi de connaître 2 autres personnes, Jean-Baptiste et Pradip. Et voilà, je t'ai proposé de t'inviter parce que toi, Pradip et Jean-Baptiste, vous avez fait Centrale Nantes et vous avez été alternant à Sanofi. Et ensuite, vous avez eu des parcours différents. Et donc, j'ai décidé de faire une trilogie justement sur vos 3 parcours différents. Et puis, j'avais aussi donc les parcours différents à partir de Sanofi. Et puis, je voulais savoir aussi, j'étais curieux de comment vous êtes arrivé à Centrale Nantes. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité et que tu as répondu présent à cette invitation. Donc, un grand merci. Je t'en prie, plaisir. Et pour commencer, avant d'en savoir plus pour toi, on va commencer par les fameuses questions de Martin Tissier pour se mettre en jambe. Et donc, la première, c'est quel est ton super pouvoir ou le super pouvoir que les gens te donnent? Je pensais de pouvoir faire les choses. Tu as des exemples? Mais si tu es en entreprise, on peut être beaucoup à réfléchir à ce qu'il faut faire, est-ce que ça va marcher, et si, et les règlements. Et je me permets souvent de le faire rapidement, dans un cadre sécurisé, dans le cadre d'une expérimentation, voir si ça marche ou pas, et d'y aller et de tester. Et souvent ça marche pas, et puis on réessaye, on itère jusqu'à ce que ça marche, si c'est une bonne idée. Et voilà, du coup ça permet d'aller assez vite jusqu'au bout et de montrer que ça a de la valeur. Et souvent à partir de là, les gens sont convaincus et foncent avec toi. Tu as un dernier exemple? À Sanofi, on avait un problème lié à l'intelligence artificielle de texte. On avait plein de petits textes et ils s'étaient analysés individuellement mais pas globalement. Du coup, on n'avait pas de tendance de ce qui se disait dans tous ces petits textes. Et du coup, j'ai testé plein de solutions qui étaient disponibles sur Internet et tout pour montrer ce qu'on pouvait faire. Et juste en faisant des tests, en montrant que ça avait de la valeur et que ça marchait, on s'est dit, ok, en fait, il faut investir et faire un vrai projet là-dessus et aller beaucoup plus loin. D'accord. Et merci pour ce partage de super pouvoir. Et donc la deuxième question, c'est quelle est ta routine matinale?
Alors le matin, j'aime bien prendre du temps pour moi. Donc souvent, il y a les chats qui chantent leur faim. Donc je commence par les nourrir. Et après, je prends du temps pour moi, je me nourris moi. Je prends un bon petit déj avant de commencer la journée. Et puis souvent, il y a bébé qui se réveille à ce moment-là. Donc je m'occupe d'elle aussi par la suite. Et puis la journée est partie. Et dans ton déjeuner, il y a quoi? Un muesli que je fais moi, avec un yaourt végétal, des fruits, du chocolat. Ça change un peu. Très bien, pour bien commencer la journée. Eh bien, c'est parti. Merci pour ce petit warm-up. C'est parti. Donc, ma première question, c'est eh bien, de quel collège tu viens, Aurélien? J'étais à l'Immaculée Conception, à Laval. Donc, classe de troisième à Laval. Et toi, quand tu étais au collège, tu étais quel type d'adolescent? J'étais assez réservé, c'est calme, pas trop sûr de moi. Euh, je pensais que non, mais le regard des autres avait un fort impact. Et voilà, assez un peu réservé, un bon élève, surtout en sciences. Ok. Et j'ai une question qui va t'être posée. Je vais pas te la poser, mais c'est ta sœur qui va te la poser. Et on va l'écouter et puis tu vas pouvoir y répondre. Et donc ça concerne, voilà, elle a une question sur toi quand tu étais jeune, en troisième, on va dire. Ma question est, qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire quand il était petit? Et j'en ai une autre. S'il faisait pas le métier qu'il fait maintenant, qu'est-ce qu'il ferait? Ok. Qu'est-ce que je voulais? Quand j'étais petit, j'avais pas de métier rêvé, mais j'avais un ensemble de métiers. Il y avait plein de choses dedans. Je sais qu'il y avait agriculteur, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Il y avait astronaute, c'est stylé. Ouais. Et il y en avait deux, trois comme ça, mais qui n'avaient rien à voir ensemble. Euh, et ouais, il y avait déjà une passion, je pense, pour la science jeune. Ouais. Et ce que j'aurais fait si je faisais pas mon métier, à un moment, je me suis sérieusement posé la question de devenir psychologue. Au moment où je cherchais mon orientation. Et je pense que c'est un truc qui aurait pu me plaire aussi. Et quand tu dis quand tu cherchais ton orientation, c'était... Je crois que c'était vers la troisième, un truc comme ça. Ma mère m'a emmené voir une psychologue, vraiment pour discuter orientation, Ouais. pour comprendre son métier. Et ce qui m'a freiné, c'est qu'il fallait beaucoup lire Ok. pour être psy. Ouais. L'apprentissage passait beaucoup par la lecture et que je n'étais pas un super bon lecteur. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas trop pour moi. D'accord. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et même aujourd'hui, comprendre l'esprit humain, en tout cas le discours humain, me plaît bien. Ok. Et elle m'a partagé une petite anecdote très sympa et j'aimerais en savoir plus sur cette petite anecdote. Il a réussi à se casser le bras 2 fois au même endroit en faisant, je crois, du badminton ou du handball. Voilà. Faut être fort quand même. Putain. Alors? Ouais, je me suis pété 2 fois le bras à un ou 2 ans d'intervalle, alors en faisant du football et du basket. C'est pas du badminton, ok. Et ce qui est troublant, c'est qu'à chaque fois, je devais partir en Allemagne, en voyage scolaire, Ok. un jour après et une semaine après. Et du coup, les 2 fois, j'ai pas pu y aller à cause de ce bras cassé. Et vraiment, les 2 fois, c'est en tombant tout seul de ma hauteur, comme un grand, quoi. Ah. La première fois, je me suis peut-être pris les pieds de quelqu'un, mais la deuxième fois, c'est sûr, je suis tombé tout seul. Et voilà, il n'y avait rien, tout seul de ma hauteur, comme un grand sur le bitume, pouf, bras cassé. Ok. Et donc pas de voyage en Allemagne. Pas de voyage. Très bien. Bah merci. Fini la petite parenthèse donc avec les questions d'Anaëlle, ta sœur, que j'aurai le plaisir également d'inviter pour en connaître plus sur son parcours, pour savoir bah, voilà, comment elle est devenue mannequin et actrice. Donc on va continuer avec toi pour l'instant. Et donc on était au collège L'Immaculée Conception à Laval. Le lycée,
Tu l'as fait où? Pareil, même établissement, l'Immaculée Conception à Laval. Et par rapport à ton orientation, donc tu nous as dit à un moment, tu avais peut-être réfléchi à envisager la voie psycho, mais au lycée, tu t'es engagé plus vers quelle voie? Les sciences. Sciences? Donc c'était un bac S à l'époque, donc physique, chimie, SVT, et enfin, biologie et maths. Et j'ai toujours eu une appétence là-dessus. Et je pense ce qu'a joué tout mon parcours, c'est pas sorcier. Ah ouais? Ouais. Gamin, je regardais ça tout le temps. Et du coup, ça m'a donné plein de bases sur notamment la science. Et plein de petits éléments qui fait que quand j'arrive en cours, j'avais une compréhension du phénomène et du coup, c'était facile à apprendre. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment aidé à devenir assez fort scolairement, Ouais. en maths, en physique, en SVT. Et si tu avais à choisir entre ces trois matières, là, physique, SVT et maths, ton chouchou, ça serait quoi? Pas mal la physique. Ouais, c'est dur. Ouais. En fait, on en parlera après, mais j'ai poussé assez fort en maths par la suite. Et du coup, je trouve les maths assez quelque chose d'art, presque de l'ordre de l'art. Ah ouais? Ouais, je trouve ça beau. Et, et dans le raisonnement aussi, je trouve ça magnifique. Du coup, il y a quelque chose intellectuellement de fort avec les maths. Ouais. Mais sur le côté pratique et applicable, j'aime beaucoup le concret et du coup la physique me parle bien aussi. Et durant la période collège, lycée, est-ce qu'il y a des profs qui t'ont marqué, qui t'ont influencé? Parce que tu nous parlais de l'influence extérieure, entre guillemets, de C'est pas sorcier. Est-ce que tu te rappelles un prof qui t'aurait marqué ou une prof qui t'aurait marqué? Celui que je vais te donner, ça va pas être en sciences, ça va être en histoire. En histoire géo, on a eu un prof, on peut donner des noms. Ouais. Monsieur Baroche, qui partait à la retraite l'année après nous, et qui était incroyable. Il avait un caractère de cochon, Ouais. mais vraiment, hein. Et par contre, il racontait des histoires tout le temps. Enfin, l'histoire était une histoire, et c'était trop bien. Il avait vécu plein de choses. Si je me souviens bien, il avait enseigné en Afrique. Enfin, il avait plein d'histoires. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, à chaque fois, on avait un peu peur de se faire engueuler en allant à ses Ouais. cours. Mais c'était passionnant et on apprenait plein de choses, quoi. Et on prenait plaisir à aller en cours avec lui. Très bien. Mi-peur, mi-plaisir. Mi-peur, mi-plaisir. Ok. Et donc, on arrive, tu décroches ton bac, mention ou pas? Ouais. Avec mention. Et quand tu as ton bac, tu sais déjà ce que tu veux faire après? Non, pas du tout. Je me souviens qu'au lycée, je sais pas trop quel moment, on avait fait un genre de test à partir de ce qu'on aimait faire, nos aptitudes. Ça nous sortait des métiers qui pouvaient nous correspondre. Et je crois qu'il y avait un truc technicien informatique, enfin, un truc comme ça. Technicien méthode des procédés, je sais plus trop ce que c'était, mais voilà, mélange de physique et d'informatique. Et en fait, je pense qu'au final, ça m'aurait pas. Enfin, ça me correspondait un peu, mais ça correspond pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Et je serais pas allé par là. Et non, j'avais aucune idée de ce vers quoi j'allais. Mais vraiment pas du tout. Et je me rends compte aujourd'hui que à aucun moment je savais où je voulais aller. J'ai des potes autour de moi, ils savaient qu'ils voulaient être chirurgiens depuis 3 ans. À l'âge de 3 ans, ils savaient qu'ils seraient chir. D'accord. Et ça les a guidés. Et moi, non, je savais pas ça. Je savais pas du tout où j'allais. Ce qui m'a guidé, c'est qu'il y a des choses que j'aimais faire. Et j'ai suivi ça. Et je savais que ça m'allait de bosser, ça m'allait de travailler ces matières-là. Et c'est ça que j'ai suivi en priorité. Et je me rendais compte au fur et à mesure de là où j'arrivais et des métiers auxquels ça pouvait m'ouvrir. Après le bac, t'es arrivé donc au lycée Chateaubriand. Ouais, en prépa. Ouais, en prépa. En prépa. Donc ouais, ce qui s'est passé, c'est que fallait choisir après le bac. On m'a dit, t'es fort en maths, en physique et tout. Prépa, tu fais des maths et de la physique et tu bosses, c'est dur et tout. Et j'avais un petit côté où je voulais un peu prouver ma valeur, ce que j'étais capable de faire, de travailler, et dans des matières que j'aime. Donc je dis, allez,
go pour le défi, on y va. À part que c'était dur, je comprenais pas, j'ai pas compris où est-ce que j'allais. Et je crois au bout de 2 mois de prépa, il y a un des copains qui a dit ouais, maths sup, maths spé. J'étais là, quoi? J'avais entendu à côté maths sup, maths spé, truc super dur. Et c'est pour, entre guillemets, l'élite de la nation et Ouais. tout ça. Et je fais, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. J'avais pas du tout réalisé. Et j'avais pas réalisé que ça venait à des écoles d'ingénieurs, que c'était pour Ah faire ouais, de l'ingénierie d'accord, derrière. ok. Non, je savais pas. Juste, on m'a dit, tu vas faire des exos de maths, ça va être dur. Je dis, ouais, allez, vas-y, t'es Ok. on y va. C'est tout. D'accord. Et je me suis retrouvé là comme ça. Et du coup, on peut détailler un peu plus la partie prépa. Mais j'ai sorti tout ce que je pouvais en prépa. Fallait faire un classement des écoles, enfin faire Ouais. nos vœux d'école. J'ai fait en gros le classement des écoles les plus populaires, enfin, avec les meilleures renommées. J'ai pris la plus haute dans lesquelles j'ai été accepté, et puis je suis rentré dedans. Et voilà, c'est fait comme ça. Hein, il n'y avait pas de choix de métier, de Ouais, ok. carrière. C'est plus les matières, les écoles, et puis en avant. Et donc au lycée Chateaubriand, à Rennes, avec ces 2 années de prépa, avec quoi tu ressors de ces 2 années justement à travailler les maths, entre autres? Bonne question. Je suis très ambivalent sur cette période. Il y a 2 choses en même temps. À la fois, ça m'a forgé sur un plan intellectuel, parce que c'est un peu du bourrage de crâne. Ouais. Faut taper des exos de maths, de physique constamment, faut apprendre des choses constamment. On est à la limite de ce qu'on est capable de maîtriser intellectuellement en peu de temps, en si peu de temps. Ouais. Et on vient vraiment chercher, pour moi, ma limite. Et du coup, ça m'a forgé et je pense que ça m'a donné une capacité à apprendre qui est assez grande. Aujourd'hui, changer de sujet, apprendre quelque chose de nouveau, même j'adore ça, je vais chercher ça. Ouais. Donc, ça m'a forgé de fou et ça me donne de super compétences aujourd'hui. Par contre, socialement, ça a été un désastre. Humainement, c'était super dur. Je me suis renfermé un peu comme une coquille sur mes exos de maths et tout le volet social, Ouais. je ne l'ai pas développé. Ce que les jeunes étudiants font, sortir, faire la fête, faire des potes, découvrir un peu le monde. Moi, j'ai découvert ma chambre à Rennes à faire des exos de maths et la ville de Rennes, je ne sais pas à quoi elle ressemble. J'y étais 2 ans et je ne connais pas le centre-ville. Et du coup, je me suis tellement focalisé sur l'intellect que j'en ai oublié un peu tout le reste. Et j'ai mis du temps à sortir de ça. Et pendant plusieurs années après la prépa, j'ai fait énormément de travail sur moi pour pouvoir aller vers les autres, me sentir à l'aise, prendre confiance en moi, avoir confiance en mes capacités. Et ça a mis vachement de temps. Et donc ça veut dire que dans l'école où tu es allé après, c'était pas si facile que ça de... C'était un peu particulier parce que j'étais en alternance, donc j'étais Ah ouais, la ça. moitié du temps. Ouais. Donc ça n'a pas aidé non plus. Mais oui, l'intégration, ça a été compliqué, s'exposer aux autres, le regard des autres et tout. C'était vraiment dur et il m'a fallu vraiment des années. Après, je te disais, ce naturel-là, un petit peu timide et enfermé. Mais il m'a fallu des années pour bosser dessus et me libérer de ça. Et donc, fin de prépa, donc maths spé, donc tu as le listing. Ouais. Et donc, tu disais, je vais prendre celle qui est en haut de mes choix. Et du coup, c'est laquelle? C'est Centrale Nantes. Centrale Nantes. C'est une école d'ingé généraliste où on apprend un peu de tout. On apprend à mon métier faire de l'informatique, coder des sites web par exemple. On apprend à construire des ponts, on apprend l'écoulement de l'eau, les théories de l'écoulement de l'eau. On apprend à faire voler des avions, on apprend tout, un peu tout, et après on se spécialise. Et donc je me suis spécialisé plutôt en gestion des systèmes d'information, en informatique, base de données, tout ça. Et en parallèle, donc en arrivant à Centrale, il y avait plusieurs options, plusieurs chemins qui s'ouvraient à nous. Ouais. Soit faire un cursus classique, soit il y avait des doubles diplômes, notamment en architecture. Et je m'étais posé la question, encore une fois, est-ce que ça m'intéresserait pas de faire et de l'ingénierie et de l'architecture? Je me suis vraiment posé la question, et un peu comme la psy, là on m'a dit, faut être bon en dessin. Je vois, ah non, laisse tomber. Ça va pas le faire. Et
une autre option qui était là, un autre chemin, c'était faire de l'alternance. Et pareil, je me suis posé la question, et là, ça a été un peu l'illumination. J'ai fait 2 ans d'exo de maths. Ok, je suis bon en exo de maths, mais est-ce que je suis utile à la société? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aller me montrer que je peux être utile à une équipe, à une entreprise, à la société en général, et que je peux faire des trucs. Et donc alternance. Du coup, j'ai passé 2 entretiens. Où il y en a un qui m'a jamais répondu. Ouais. Et l'autre, c'était Sanofi. Encore une fois, pas parce que j'étais destiné à aller dans la pharma Ouais. ou parce que je voulais absolument ces métiers-là, mais parce qu'ils proposaient de faire de l'informatique, que, encore une fois, poussé par ce que j'aimais faire, bah, go l'informatique. Et ça l'a fait comme ça. Et du coup, l'informatique, j'en avais fait un peu en prépa, et j'adorais ça, parce que on développe un truc, et on voit tout de suite le résultat. Ouais. Et du coup, j'étais on va le retrouver, je pense, tout au long de cette discussion, autour du verbe faire. J'étais en capacité de faire, de produire quelque chose, de voir le résultat et de voir que ça servait à quelqu'un. Et donc j'ai eu cette intuition que l'informatique, c'était un peu fait pour moi. Et donc j'ai suivi cette piste-là. Et j'ai fait mes 3 années d'école d'ingénieur en alternance, donc la moitié du temps à l'école et la moitié du temps en entreprise à faire des projets. Et quand tu parles la moitié du temps, c'est la répartition, c'était quoi? C'était C'était à peu près un mois. un mois. Ouais, c'était variable, mais à peu près, ouais. Ok. C'était pas le truc un petit peu bâtard des fois, début de semaine. Bah, tous les rythmes sont un peu bâtards. Ouais. Parce que là, je peux pas suivre un projet tout le temps. Ouais, ok. Mais par contre, je peux être là pendant un mois et taper une tâche ou un mini-projet. Et du coup, ça marche à peu près. Ça veut dire que à la fin, l'obtention de ton diplôme, il dépend de 2 parties, c'est-à-dire ta partie théorique et ensuite la partie de l'alternance que tu as fait en entreprise ou pas du tout? T'arrives à te souvenir Non, je me souviens pas. Ouais. Je sais qu'il y avait une partie rapport de stage, donc qui était un projet long qu'on avait fait en Ouais. entreprise. Enfin, rapport de projet plutôt. Ouais. Et après, oui, il y avait une partie plus liée à la présence ou la suite en entreprise, mais bon, ça c'est normal, Ouais, quoi. ok. Et l'autre côté, c'était l'école. Et durant cette période de 3 ans, 2012-2015 à Centrale Nantes, c'est quoi tes principaux apprentissages ou principales fiertés, que ce soit peut-être côté école ou côté de l'alternance chez Sanofi? Bah, tu vois, je me disais, côté école, ça m'a pas trop marqué. J'ai pas de grosse fierté où j'allais en cours, où j'étais curieux, donc j'aime apprendre. Ouais. Et voilà, mais ce que j'ai appris, je l'ai jamais vraiment réutilisé après dans ma carrière. Et voilà. Enfin, du coup, j'ai pas de grosse fierté liée à l'école en tant que telle. Mais par contre, j'ai appris à apprendre. C'est un peu ce dont était fier le directeur de l'époque. Mais où on peut apprendre n'importe quel sujet en un temps relativement limité et être à l'aise pour prendre ce nouveau sujet. En gros, c'est que si demain je décide de me reconvertir et d'aller construire des ponts, moyennant une petite remise à niveau, je peux y arriver, quoi. Ok. Alors que ça fait 10 ans que je fais pas du tout ça. Ouais. Et du coup, ça, c'est une grande force, je pense. Mais à part ça, j'ai pas eu de grands moments liés à ma scolarité. C'était plus tourné vers l'entreprise, où là, j'ai des projets dont je suis fier. Et après, c'est les amis que je me suis fait à l'école, où là, on a gardé un groupe d'amis assez fort. Ouais, un bon noyau. Et alors, comment t'as fait l'alternance comme Pradip et Jean-Baptiste que je citais au début, et vous avez eu, après l'alternance Sanofi, vous avez eu des chemins différents. Toi, ça a été quoi ton chemin après l'alternance? Alors, du coup, pendant mon alternance, j'ai fait pas mal de petits sujets Ouais. et un mini-projet un peu cool qui menait de l'intégration de données, de la visualisation, du scrapping sur le web, aller chercher des données sur le web et tout, et un peu d'intelligence artificielle. Donc franchement, c'était chouette. Et du coup, je me sentais bien dans le groupe. Les collègues étaient vraiment sympas. Je me sentais bien encadré. Et je pense avec une certaine forme de sécurité. Donc je me suis dit, bah, moi j'ai envie de rester. Et eux m'ont dit, bah, on sent un bon potentiel, on a envie que tu restes.
Donc je suis resté à Sanofi, j'ai continué à Sanofi en tant qu'architecte d'applications techniques, enfin architecte entre deux quoi. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais vraiment été architecte dans les faits, Ouais. mais qu'ils ont... encore une fois, j'étais curieux avec une appétence technique et tout ça. Donc j'étais le petit jeune qui sait mener des projets d'innovation. Et du coup, on lui file tous les sujets un peu sympas qui nécessitent des nouvelles technologies qu'on n'a pas, où il faut aller chercher, prendre le temps de fouiller, de tester des solutions et de faire des recommandations. Et du coup, ça m'a bien plu quand même. J'ai fait quelques projets sympas, notamment celui dont je parlais au début sur l'intelligence artificielle du texte. Ouais. Et donc ces projets-là, je m'éclatais vraiment à faire les prototypes, ça, trouver des solutions, voir avec le métier, est-ce que celui qui a le besoin, quoi. Est-ce que ça répond à son besoin, est-ce que ça vaut le coup d'industrialiser, est-ce que techniquement tout est carré et tout. Et après, une fois que j'avais la preuve du concept, souvent il se passait 6 mois, 1 an, où en fait je faisais que du PowerPoint, à essayer d'expliquer au manager du manager l'intérêt du truc et la valeur et que ça valait le coup et que voilà. Et du coup, c'était beaucoup de communication et de gestion de projet. Et là, je m'éclatais beaucoup moins, c'était beaucoup plus stressant. Et j'avais des cycles comme ça. Et j'ai vite repéré que ce qui me plaisait, c'était ces moments d'action où je réalisais des prototypes, des solutions. Et voilà, donc j'ai eu ces moments-là. Et puis, dans les moments de bas, en fait, j'allais toujours me créer des projets à moi pour justement retourner dans l'action, retourner dans le faire. Et donc, on a fait plein de projets ensemble, des mini-projets transverses à l'entreprise. Souvent des moments d'échange entre collègues, voilà. Et sur un des sujets, j'ai trouvé que c'était un problème presque systémique à l'entreprise, où on n'avait pas l'opportunité de créer comme on voulait et cet espace-temps et de moyens pour développer des idées qui avaient peut-être un bon potentiel pour résoudre n'importe quel problème de l'entreprise. Et donc, on a été, t'étais avec moi, challenger nos managers sur ce sujet-là, les amener à réfléchir comment on pouvait mieux innover, donner les moyens aux collaborateurs d'innover. Et une des pistes qui est ressortie, c'était d'organiser un hackathon. Donc un hackathon, c'est un événement d'innovation où on soumet un sujet à l'ensemble des équipes, un problème. Les collaborateurs proposent des solutions, on les sélectionne et sur la poignée la dizaine d'idées sélectionnées, on essaye en 2 jours ou 3 jours de faire un prototype. Et parmi les meilleurs prototypes, on développe des projets après là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'un problème et d'essayer de construire des prototypes et après de développer là où les meilleures solutions. Et donc, de ce constat, j'ai été à organiser 2 hackathons pour toute l'entreprise, avec à chaque fois 100 idées, 15 idées sélectionnées, du coup 15 prototypes développés et 3 gagnants. Et on développait les 3 projets derrière. Donc il y en a qui ne marchaient pas, ça allait pas plus loin. Et puis il y en a où il y a des applis aujourd'hui qui sont sur le marché et où ça allait assez loin. Et tu peux nous en citer un? Je pense à Teia. Ouais, à Teia que notre collègue Brahim a accompagné. Ouais. Du coup, Teia, c'est une application à destination des malvoyants et non-voyants pour identifier la boîte de médicaments qu'ils ont devant eux. Donc, en soi, c'est des technologies relativement simples qu'il fallait juste intégrer ensemble. Mais il y a un détecteur de code barre et de QR code. Donc, il suffit de tourner la boîte de médicaments devant l'appareil photo. Et le QR code est détecté, ou le code barre, ce qui identifie le médicament. Et après, on a lié ça avec une base de données sur les médicaments, avec toutes les notices dedans. Et sur l'iPhone VoiceOver, qui va lire du texte. Et donc, l'appli va lire
le contenu de la notice ou le contenu, ce qui est marqué sur la boîte de médicaments, ce qui permet d'identifier le médicament, mais aussi d'avoir toute la notice, la posologie, les risques, les voies d'administration et tout ça. Et du coup, redonner de l'information à des personnes qui ne l'avaient pas. Et donc certes, il y a le braille sur les boîtes, mais très peu de malvoyants, de non-voyants. C'est souvent des maladies qui viennent avec l'âge, ne savent lire le braille. Du coup, c'était plutôt bienvenu. Et on a travaillé avec une association de personnes malvoyantes, non-voyantes pour développer l'appli. Une appli qui est maintenant disponible Sur l'App Store, sur l'App minima, Store. Ouais. qui s'appelle Teia. Et donc, durant cette période chez Sanofi qui a duré jusqu'à 2020, est-ce que tu as d'autres faits marquants, des personnes qui t'auraient inspiré ou d'autres réalisations aussi dont tu es fier? Je sais que j'ai rencontré des personnes très humaines, de très bons managers, bon, des moins bons aussi, mais de très bons managers qui sont devenus des mentors pour moi, qui m'ont transmis des valeurs humaines, des compétences, compréhension de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et des valeurs aussi liées au travail, de transparence, d'honnêteté, d'humanité. Et ça me guide encore beaucoup aujourd'hui dans mon travail. Et c'est qui ces personnes? Notamment monsieur Étienne Van der Elst, qui m'a beaucoup appris et qui a, je trouvais ça aussi très intéressant, pris le temps d'apprendre de moi. C'est-à-dire que j'avais plus des compétences techniques. Et donc lui m'apportait beaucoup sur la partie gestion de projet humaine, entreprise. Et je lui apportais beaucoup sur la partie technique, compréhension des nouvelles technologies, de ce qui va se passer plus techniquement, quoi. Et donc ensuite, tu décides en juillet 2020 de quitter Sanofi. C'est pourquoi? Il y a eu plusieurs réorganisations, donc des changements d'équipe, un peu stratégiques. Et j'ai été impacté un peu par une chaîne de changements. Et en 6 mois, j'ai changé 6 fois de manager. Du coup, il y avait beaucoup d'instabilité, pas beaucoup de vision, des personnes qui arrivaient qui disent si, c'est sûr, on va construire quelque chose ensemble. L'équipe, elle va durer, on va aller loin. Et 2 mois plus tard, ils étaient barrés ailleurs. Et donc voilà, il y avait beaucoup d'instabilité. Moi, je voyais pas trop où j'allais là-dedans. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à où est-ce que je me repositionne, où est-ce que je vais. Donc, j'ai regardé un peu les offres d'emploi qu'il y avait en interne dans la boîte. Et j'avais l'impression que c'était des petites cases. Des petites cases qui correspondaient pas à ce que je voulais faire. J'avais l'impression de à la fois pas être assez technique, compétent sur une case, mais de déborder sur plusieurs cases. Et du coup, un poste en particulier me convenait pas trop. Voilà. Donc je me suis pas senti optimiste dans la recherche interne. Et en plus, j'étais un peu travaillé dans mes valeurs. Dans le sens où il y avait beaucoup de réorganisation. Humainement, il y avait un peu de délocalisation d'équipe pour plutôt des questions financières. Et il y avait le côté industriel, donc faire de l'argent. L'objectif de l'entreprise est de faire de l'argent et de produire des médicaments, soigner des gens. Et pour moi, les deux sont un peu ambivalents. Et je trouvais j'avais l'impression que des fois la frontière était fine entre le besoin de faire de l'argent et le besoin de soigner des gens. Et j'étais pas toujours à l'aise avec ça. Qu'un médicament coûte cher parce qu'il coûte cher à produire et qu'il y a de la matière grise derrière, ok, ça me semble normal. Mais de chercher à optimiser à tout prix le coût du médicament basé sur combien les personnes sont prêtes à payer ou combien le système de santé est prêt à payer, je trouve ça un peu malsain et j'étais pas trop à l'aise. Donc cette combinaison de choses ont fait que j'ai décidé de partir et donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et je suis parti. J'ai cherché à mûrir mon projet. Ouais. Je pars, mais je sais pas pour faire quoi. Ouais.
Et j'ai pas trop trouvé. Je savais pas trop, il y avait à nouveau plusieurs pistes. La formation me plaisait beaucoup. Ensemble, notamment à Sanofi, on a fait pas mal de petites actions de formation. Ouais. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc je me pose cette question-là. Je me posais la question de chef de projet, voilà, pas mal de choses comme ça. Mais ça tiltait pas, ça perçait pas. Et un collègue ami, Pierre-Maxime, m'a dit un jour, comme ça, pourquoi tu fais pas du bénévolat? Ah oui, tiens. Ouais. J'ai jamais fait du bénévolat. Pourquoi pas? Je sais pas. Et puis petit à petit, ça a germé. Et en fait, ouais, vas-y. J'arrête Sanofi et je prends le temps de faire du bénévolat. D'accord. Tu sais, quand on part en rupture conventionnelle, il y a une enveloppe, un peu un chèque, si Ouais. tu veux, avec la rupture conventionnelle. Je me dis, cet argent-là est celui que j'ai de côté. Je l'utilise pour m'offrir une année et faire ce que j'ai envie. Donc faire du bénévolat. J'aurais pu, je sais pas, m'acheter une voiture ou acheter des trucs. Non, allez, je m'offre une année pour faire ce dont j'ai envie. Donc du bénévolat. J'en ai profité pour rejoindre mon actuel fiancé à Lyon. Et j'ai fait du bénévolat à Lyon, à Emmaüs Connect, qui est une petite sœur d'Emmaüs, qui fait de la formation autour du numérique, donc qui lutte contre la fracture numérique. Donc entre autres des formations. Et du coup, j'ai donné des formations. Alors soit des sessions courtes d'1 heure et demie avec des personnes qui maîtrisent peu l'informatique et qui ont un problème précis en général, et qui viennent. Donc c'était un peu rigolo parce que on y va pour une session de 1 heure et demie avec quelqu'un, on ne sait pas qui, pour un sujet qu'on ne connaît pas, et va falloir l'aider. Ouais. C'est beaucoup de l'improvisation, mais c'était chouette et des chouettes rencontres. Et j'avais aussi des formations longues de 2 semaines avec des demandeurs d'emploi, donc des personnes qui cherchaient un peu leur emploi, comme moi, et qui ne maîtrisaient pas du tout l'informatique. Des personnes qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur et qui cherchaient leur boulot. Et je me disais, comment ils font? C'est impossible de chercher un boulot sans Google, sans Internet, sans Pôle emploi. Donc voilà, donc, je les formais de utiliser la souris jusqu'à faire une recherche sur Google, gérer ses emails et tout. Et c'était super enrichissant. Et je suis passé d'un monde où on réfléchissait à l'intelligence artificielle, ce qu'on pouvait faire, les nouvelles technologies, à en fait remplir un formulaire, c'est vraiment loin d'être simple. Et bien réfléchir à la conception de son formulaire, ça change tout pour un utilisateur lambda ou débutant. Et des utilisateurs lambda, débutants, il y en a beaucoup plus que ceux qui réfléchissent à l'IA ou ce genre de choses. Et ça m'a vraiment fait redescendre d'un étage en mode, en fait, me faire bien les choses de base pour inclure tout le monde plutôt que de faire des envolées lyriques que personne ne va comprendre et personne ne va utiliser. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi, j'ai pris cette voie-là, donc c'est que je réfléchissais à la formation, et c'était l'occasion justement de à la fois me former au sein de l'association à la formation, parce qu'ils font des actions de formation à la formation, et de pratiquer. Et du coup, c'était super chouette, ça m'a bien plu, et ça m'a renforcé dans mon questionnement de devenir formateur ou pas. Et tu as été donc bénévole chez Emmaüs Connect, donc du côté de Lyon, durant combien de temps? Ça a duré 1 année à peu près. Une année? C'était une année Covid. Alors, ça compte moyennement. Enfin, ça, je veux dire, c'est pas une année pleine. Mais autant que je pouvais, j'y allais. D'accord. 2021, tu as eu d'autres activités? Du coup, en parallèle, donc, j'étais sans emploi, je faisais du bénévolat et j'avais beaucoup de réflexions. Et il y a mes parents qui cherchaient à développer leur entreprise, notamment l'atelier Goûtologie, qui fait des dégustations de chocolat autour de la Madeleine de Proust. Donc l'idée, c'est de déguster du chocolat et d'essayer de vivre des Madeleines de Proust. Donc des effets où, avec un simple goût, on est projeté dans un souvenir et le souvenir est très vivant, voire émotionnel. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, où je goûte un chocolat et je trouve qu'il est particulièrement gras. Côté gras du chocolat blanc si on veut. C'est un chocolat noir. Et je le trouve gras. Je trouve que c'est le gras du beurre. Le beurre pâtissier. Et je me vois à côté de mon père,
qui était boulanger-pâtissier, en train d'incorporer le beurre dans les croissants. Je suis petit, je suis assis sur le tour, il travaille à côté de moi, il incorpore le beurre dans les croissants et j'ai cette odeur-là. Et je suis projeté dans ce souvenir que j'avais oublié totalement. Et manger ce chocolat, prendre le temps de cette dégustation, ça me ramène là. Et j'en pleure. Ah ouais? de joie, quoi, enfin Ouais. de la force de se souvenir de ce moment. Et voilà, donc c'est ça une Madeleine de Proust et ce qu'on essaye de travailler à l'atelier goûtologie. Donc mes parents essayent de développer cette entreprise. Et bah, je me dis, pourquoi est-ce que je les aide pas en fait? Je maîtrise un peu les codes du web, je peux les aider à faire leur site web, je peux essayer de les aider à développer leur entreprise. Donc voilà, donc j'aurais filé des coups de main sur mettre en place les réseaux sociaux, mettre en place le site web, stratégie commerciale. J'ai essayé de faire du démarchage commercial. Je déteste ça. C'est horrible. C'est stressant au possible. Je suis mal à l'aise, je suis pas bien. Voilà. Donc j'en ai conclu. J'ai essayé, mais c'est pas fait pour moi. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Mais c'est bien. Du coup, ça m'a permis de mettre des limites aussi que ça, j'aime pas. J'ai essayé de faire des ateliers, de les guider tout seul. Ouais. Ça marchait, mais pas aussi bien que mes parents qui avaient une vie d'expérience dans le goût et dans le chocolat. Et le développement commercial n'a pas été suffisant pour se dire on peut me verser en plus un salaire. D'accord. Et voilà, on s'était donné à nouveau un temps d'expérimentation. Je pense qu'on s'était dit on se donne 6 mois pour avoir des preuves que ça marche. Ouais. On n'a pas eu les preuves. On a dit c'est pas grave. Aurélien il va passer à autre chose. Ok. Entre-temps, on a déménagé à côté d'Angers. Mmh. Et ma femme est tombée enceinte. Donc on allait avoir un bébé. Et j'étais toujours un peu sans emploi, en recherche. Ouais. Donc j'avais Pôle emploi encore 1 an, donc il n'y avait pas d'urgence. Mais il y avait un bébé qui arrivait. Ouais. Je savais que ça allait être quelque chose de grand pour moi, qui allait prendre beaucoup de place. Et en fait, j'ai eu le besoin que ma vie professionnelle soit stable pour pouvoir accueillir petit bébé. Ouais. Et donc je me suis mis à chercher un travail. On arrête le bénévolat, on arrête l'atelier goûtologie, on cherche. Et dans ta recherche, tu t'étais fixé des objectifs de recherche ou c'était très, très vaste comme horizon, comme éventail de possibilités? Du coup, je cherchais un peu sur ce que je savais faire à Sanofi. Ouais. Donc l'architecture technique, la gestion de projet informatique, ce genre de choses. Cherchais, et puis je trouvais pas trop, ça me parlait pas trop. Et puis je suis tombé sur une annonce. Il y avait 3 mots. Non, littéralement, c'était une annonce LinkedIn, il y avait littéralement 3 mots. Ouais. Et c'était 3 mots de choses que j'aimais faire à Sanofi. Je t'ai parlé de mon projet de fin d'alternance, Ouais. où il y avait un peu de visualisation de données, d'intégration de données. Et je dis en fait, j'aime bien ça, c'était les moments où je m'éclatais un peu. Et eux, ils proposent ça. Et par contre, c'était une société de service, c'est-à-dire qu'on va chez nos clients, qui ont ce besoin-là, et on va faire ça pour eux. Et à Sanofi, il y avait beaucoup de prestataires, mais bon, ça changeait beaucoup, ils n'étaient pas vraiment intégrés dans les équipes, et ça n'avait pas l'air d'être une position trop confortable, ça me parlait pas trop. Mais bon, il y avait ces 3 mots. Et puis je cherchais un boulot, donc j'ai cliqué sur postuler. De toute façon, ça coûte quoi? Et du coup, c'était quoi ces 3 mots? C'était intégration de données, visualisation de données, Ok. et base de données. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu cliques. Donc je clique. De toute façon, je cherche des offres, tu vois. Ouais. On en voit passer, ça a l'air sympa, allez, on clique. Ouais. Et puis il me rappelle, et puis le cours en passe bien, et puis je vais faire un entretien. Et puis avant dans l'entretien, je dis à ma femme, j'ai pas envie d'y aller, je le sens pas. Ouais. C'est pas fait pour moi, sur des trucs et tout. Puis moi j'y vais quand même, quoi. Le rendez-vous était dans une demi-heure. J'y vais. Et en fait, le courant passe hyper bien. Et je me rends compte pendant l'entretien que ce qu'il me propose, c'est ce que j'aime faire. À savoir résoudre des problèmes, rendre service à des personnes qui ont des besoins, utiliser mes connaissances pour faire des choses. Enfin, monter des bases de données, monter des visualisations, des tableaux de bord.
Et je dis, en fait, je crois que c'est ce que j'aime faire. Il me propose ce que j'aime. Et moi, je me suis dit, allez, Paris. Paris, je suis du tout sûr que ça va marcher, mais mon instinct me dit que ça va, c'est par là qu'il faut aller. Ok. Qu'il me propose le bon truc. Donc je le tente, et en fait, je m'éclate. Je m'éclate chez eux. On fait des projets de données, on est directement en contact des clients, de ceux qui ont les problèmes, ceux qui ont le besoin, ceux qui connaissent les données, mais qui n'ont pas les compétences techniques pour les manipuler, pour les mettre en forme correctement, pour sortir des tableaux de bord. Ouais. Et du coup, j'adore ce contact, cet échange. C'est très technique, je suis dans l'action, enfin, je suis tout le temps en train de faire et pas de discuter, de faire des PowerPoint, de convaincre. Non, là on a besoin de nous, je suis là pour agir, j'agis, et je le fais avec les personnes, enfin, basé sur leurs besoins, donc il y a beaucoup de communication, il y a énormément de communication, hein. Mais c'est pour faire, et du coup ça va très vite, et je vais vite, et je vois que je suis utile, et du coup c'est génial, quoi, je m'éclate là-dedans. Donc Paris gagnant, et deuxième pari qui était d'avoir un pilier stable professionnel pour pouvoir accueillir petit bébé, et en 6-8 mois, bah, j'y arrive, je suis bien dans mon taf, c'est pas compliqué, et je peux recevoir petit bébé en étant disponible et en ayant du temps pour elle à côté. C'est comme ça qu'aujourd'hui, donc, tu es data engineer, ingénieur données Ouais. chez Efilic. C'est ça. Et tu crois que donc, ça fait depuis 2022 Ça va bientôt faire 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. Tu as développé quoi en plus durant ces 2 dernières années? Moi, j'ai appris plein de choses techniquement, c'est des choses que j'avais jamais fait avant, ou pas à un niveau professionnel, on va dire. Ouais. Donc plein de connaissances techniques. Mais le fait de faire, de réaliser, de voir que ça sert, ce que je fais, ça m'a fait prendre énormément confiance en moi. Et je me sens en position de puissance, c'est-à-dire de capacité de faire, de réaliser. Et du coup, c'est extrêmement gratifiant. Et voilà, c'est une grande... Enfin, beaucoup de confiance en moi, ok, je sais que je peux le faire, que je peux y arriver. Même si c'est une techno que je connais pas, c'est pas grave, je vais l'apprendre et je sais que je suis capable de le faire. Et du coup, ce côté dont on a beaucoup parlé, timide, pas sûr, un peu renfermé, bah, il s'est évaporé définitivement, je pense. Ouais. Bon, après, on change pas tout à fait sa nature, un peu Ouais. timide, mais ça a totalement changé et je me sens pleinement droit dans mes pieds et... Enfin, c'est pas ça l'expression. On va dire droit dans mes baskets, non, je sais plus. Ouais, Ou dans bien dans ses battes, mais... Ouais. Et bien dans ses baskets. Et bien dans mes baskets. Ouais. Mais bref, je me sens vraiment bien et il n'y a plus de stress, il n'y a plus de peur, de je suis pas sûr d'y arriver, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Non, en fait, je sais que je suis en capacité de le faire, que je vais le faire. Il y avait des personnes qui ont besoin de moi. Du coup, ensemble, on fait un bon boulot et ça va plutôt vite. Et donc, professionnellement, c'est vraiment c'est l'éclate. Bah, tant mieux, je suis content d'entendre ça. Et du coup, tu parlais d'évolution par rapport à quand tu étais plus jeune. Et donc, si tu recroisais le jeune Aurélien qui était au collège, ou qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, et à travers ces conseils à ce jeune Aurélien, les conseils que tu pourrais donner aux collégiens ou aux lycéens actuels, ça serait quoi? Mais aussi, c'est un conseil pour moi. Euh, je, je me donnerais ce raccourci de toi, ce que t'aimes dans la vie, c'est de faire, de réaliser. Je dis, je suis fils de boulanger-pâtissier, je suis fils d'artisan, mes parents, ils ont fait toute leur vie, ils ont produit de leurs mains. J'ai besoin de ça. Et je me serais dit, va là-dedans et fonce. Peu importe le sujet, mais tu as besoin de faire, tu fonces. Et c'est comme ça que j'apprends d'ailleurs. Je fais beaucoup de tests-erreurs. Donc ouais, je développe du code autour de la donnée et je me plante 80% du temps.
80% de temps, ça marche pas. Ouais. Mais c'est pas grave, j'essaye un truc, 5 secondes, j'essaye, ça marche pas, hop, corrige, et j'avance comme ça. Et pour le coup, ça va très vite. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Ouais, ouais. Donc c'est ça que je me conseillerais. Et de manière plus générale, je conseillerais aux jeunes sur leur sujet qui leur plaît, d'y aller vraiment, de bosser vraiment. C'est ce que j'ai appris en prépa et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Sans forcément suivre un cursus prépa, hein. C'est pas ce que je conseille, chacun suit sa voie. Mais d'y aller vraiment sur les sujets que vous aimez et de continuer à apprendre tout le temps et de garder de la flexibilité par rapport à ça. Surtout, j'ai appris ça en tant que papa, donc très récemment. Mais on peut faire des plans sur la comète et souvent, ça se passe pas du tout comme ça, notamment dans la parentalité. Donc, il faut rester flexible. Et on a plein d'idées préconçues. Et on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ça doit être comme ça. Et en fait, en se formant, en allant rencontrer d'autres personnes, en ayant des avis différents, eh ben, on se construit, on s'ouvre et on réalise qu'il y a tout un tas d'opportunités ou de possibilités. Et du coup, en combinant ça avec la flexibilité, en fait, tout devient possible et facile et n'importe quel problème se résout, se contourne ou s'affronte. Mm. Et je trouve que garder une part d'apprentissage constante dans sa vie, même après l'école ou en dehors de l'école, et de flexibilité dans résoudre un problème où là ça se passe pas comme on veut, c'est pas grave, il y a une autre voie, on va la prendre. Bah, du coup, ça rend heureux et léger. Et tout devient affrontable et par le coup tranquille. Merci. Et je reviens sur ce que tu disais, ouais, le test et échec. Moi, j'ai envie de dire aussi test and learn ou tester, essayer, parce qu'on parle souvent d'échecs, mais c'est des essais qu'on fait ou comme quand on apprend à marcher. C'est vrai qu'on utilise souvent le mot échec, mais on essaye. Si je l'ai utilisé, je me corrige. Ouais. C'est juste, ça marche pas. Ouais. Et c'est pas grave. En fait, c'était pas ça, mais c'est autre chose. Donc je recommence. De toute façon, alors dans mon métier, ça me prend 2 secondes de changer et de relancer. Donc je recommence. Et ça continuellement, et puis plus un peu d'apprentissage à côté. Et en fait, on apprend constamment et on s'améliore tout le temps. Et je trouve ça super enrichissant. Ouais, c'est ce qu'on fait peut-être depuis qu'on est avant l'école et qu'on faisait de manière naturelle, qu'on a peut-être perdu avec l'école. Et, non, c'est bien de se rappeler de ces bonnes pratiques tellement naturelles et qui font tellement progresser. Et, écoute, on arrive à la fin de notre entretien sur ton inspirant parcours. Et j'avais juste une dernière question. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Quelque chose que tu as écouté récemment, que ce soit un livre, une formation, un documentaire ou une série ou même une rencontre que tu as fait? Ouais, j'aime beaucoup l'esprit critique et la rhétorique. Alors, on revient un petit peu à la psychologie. Ouais. Ça me rappelle toujours de temps en temps. Ouais. Mais j'aime beaucoup comprendre ce que disent les gens, ou plutôt comprendre pourquoi, quand des fois des personnes parlent, des politiques notamment, ou des dirigeants, pourquoi des fois ça sonne cru ou ça me parle pas du tout, ou ils m'ont perdu en 30 secondes. Et je sais pas si tu te souviens, on avait fait un moment d'échange autour du bullshit. Ouais. C'était quoi le titre de l'IT Break? Je me souviens plus. C'est pas la langue de bois? La langue de bois, la langue de bois. Et le fait qu'avec des mots-clés, on peut construire une phrase n'importe comment, ça semble ultra classe, mais ça veut strictement rien dire, parce qu'on a pris les mots vraiment au hasard. Et du coup, pendant mon année un peu de bénévolat, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, et je trouve ça très enrichissant de comprendre les défauts d'argumentation ou les bonnes argumentations. Et ça permet d'interpréter les discours politiques ou de nos dirigeants, de nos chefs, de notre famille, de notre entourage. Et déjà de pouvoir intellectuellement se défendre face à des procédés moyens. Ouais. Et de comprendre ce qui est un vrai propos de ce qui est de la langue de bois, par exemple, du bullshit. Donc c'est très intéressant. Et donc je conseillerais deux chaînes, 2 médias. Ouais, 2 médias, ouais. Le premier, c'est l'Esprit critique, qui dispose sur Instagram, YouTube, et qui font des podcasts aussi. Ils sont très intéressants, donc ils décortiquent avec des exemples un peu la rhétorique et l'argumentation, ou les procédés d'argumentation. Et c'est très simple, très abordable.
C'est vraiment bien. Et le deuxième, c'est Monsieur Clément Viktorovitch, qui du coup en fait sa spécialité, D'accord. et qui lui a écrit un livre, et qui fait aussi des podcasts, des chroniques et tout ça. Et donc qui décortique un peu l'actualité et la rhétorique. Et du coup, c'est très enrichissant de comprendre la langue et les procédés, et ce qui se cache un peu derrière, ou voilà, ce qui peut nous manipuler, et de pouvoir se défendre en tout cas contre ça intellectuellement. Merci pour ce dernier partage. Et merci Aurélien pour, pour ce premier épisode de la trilogie Centrale Nantes. Et un grand merci en tout cas pour tous tes partages. Avec plaisir. Salut. Salut Fred. Dans le prochain épisode, je recevrai Pradip Rajandiran, qui à son tour nous racontera son parcours, qui est également passé par Centrale Nantes et une alternance chez Sanofi. À bientôt.